Voilà, j'espère que cette rencontre avec André Malès vous a plu. Cette interview fait partie de notre exploration de la société belge, de la manière dont on y aborde les questions arméniennes et du travail qui se fait un peu partout. Mais nous n'avons pas encore parlé aujourd'hui de l'actualité. Et l'actualité à l'Europe, c'est d'abord la rencontre ratée du 5 octobre dernier en Espagne. Pachinian et Aliyev, vous vous en souviendrez, devaient se rencontrer dans le cadre du sommet de la communauté politique européenne. Et comme les dirigeants européens ont exprimé leur mécontentement vis-à-vis d'Aliyev, de son attaque du Karabakh et du nettoyage ethnique qui a suivi, il a pris peur et il n'est pas venu. Il préfère maintenant Poutine comme médiateur. Pendant ce temps, l'Union européenne a exprimé son soutien à l'Arménie, a promis de l'argent pour accueillir les réfugiés et a demandé à ce que les habitants du Karabakh puissent retourner chez eux sous protection internationale. Cela étant, les dirigeants européens ont aussi exclu d'imposer des sanctions à l'Azerbaïdjan. L'actualité, c'est aussi cette résolution du Parlement européen qui non seulement condamne Aliyev, comme donc l'a fait le Conseil de l'Union européenne, la communauté politique européenne, même si c'est en termes plus forts. Donc elle condamne Aliyev, cette résolution, mais elle condamne aussi la Commission et le Conseil européen pour leur inaction, alors que l'objectif d'Aliyev était parfaitement prévisible. Le Parlement demande aussi qu'on sanctionne l'Azerbaïdjan. C'est bien que le Parlement dise ces choses, mais souvenons-nous que cette résolution n'est pas contraignante et souvenons-nous que l'actualité évolue vite. L'attention des médias s'est d'ailleurs déjà déplacée sur la Palestine. Nos 5 minutes d'attention sont écoulées. Même si l'Union européenne, et tout particulièrement la France, semble prendre la menace un peu plus au sérieux qu'avant maintenant, l'expérience montre qu'à la prochaine crise, nous risquons de reprendre le débat public sur le Karabakh à partir de zéro. Les dirigeants européens feront la sourde oreille le temps qu'il faudra, puis après une nouvelle catastrophe, ils prétendront être surpris, ignorants et innocents. Or, il faut faire en sorte que le débat avance. Il faut dire clairement à nos compatriotes européens que ce que l'Europe a fait ces derniers mois, et même ces dernières années, c'est d'abord un échec pour l'Europe elle-même. C'est un échec non pas parce que l'Europe n'est pas venue au secours des Arméniens, c'est un échec parce que l'Europe a tout fait pour que l'Azerbaïdjan attaque le Karabakh et le vide de sa population arménienne. Vous trouvez que j'exagère? Ça se comprend. Laissez-moi expliquer. Tout d'abord, il faut souligner qu'Aliyev et son mentor Erdogan sont évidemment les premiers responsables de ce qu'ils viennent de faire en Artsakh. Poutine et la Russie sont évidemment complices de ces crimes, nous le savons. Le gouvernement arménien et d'ailleurs ses prédécesseurs ont tous une part de responsabilité également. Rien de ce que je voudrais vous dire maintenant n'exonère les uns ni les autres. Mais je voudrais me placer sur un terrain européen. Au printemps prochain, nous élirons un nouveau Parlement européen et de nouvelles assemblées belges. Nous devons donc pouvoir évaluer les politiques européennes vis-à-vis du Caucase et ces politiques ont été catastrophiques. Nous devrons donc avoir un discours clair vis-à-vis des autorités européennes, un discours sans compromission, un discours qui n'appelle pas à l'aide, qui n'implore pas la pitié, mais qui place les institutions européennes devant leurs responsabilités. Nous le savons bien, ce qui s'est passé ces dernières semaines est l'aboutissement d'un long processus. Le problème des Arméniens du Karabakh n'est pas en soi exceptionnel. C'est un problème de protection d'une population minoritaire. C'est parce qu'ils étaient traités comme des citoyens de seconde zone, qu'ils étaient même chassés d'Artsakh, que les Arméniens du Karabakh ont voulu être annexés à l'Arménie ou devenir indépendants. Les États qui pratiquent la discrimination à l'égard de leur minorité ou qui les oppriment provoquent souvent une résistance, et ce fut le cas au Karabakh. Des acteurs extérieurs peuvent alors intervenir. Enfin, il leur arrive d'intervenir. Ils interviennent pour aider tout simplement ou bien pour promouvoir leurs propres intérêts, ou encore pour contrer un adversaire. Il y a des dizaines de conflits de ce genre dans la périphérie de la Russie. Pensez au Donbass, à la Crimée, à la Transnistrie en Moldavie, à l'Ossétie du Sud et à l'Abkhazie en Géorgie. Un peu plus loin, souvenez-vous de Chypre, du Kosovo, du Kurdistan et de tant d'autres. Et j'ai failli oublier la Palestine et Israël. Est-il besoin de souligner que si ces conflits ne sont pas gérés raisonnablement, dans un souci de respect des minorités, ils peuvent provoquer des guerres et leur cortège d'atrocités. Le Karabakh n'est pas fondamentalement différent de ces autres conflits, à ceci près évidemment que ce conflit est plus explosif. Donc le Karabakh
Au Karabakh, le conflit était plus explosif et plus dangereux qu'ailleurs en raison de l'expérience génocidaire des Arméniens. On a beaucoup entendu à la radio et à la télé que le droit international place le Karabakh à l'intérieur des frontières de l'Azerbaïdjan. C'est un raccourci. En réalité, l'Arménie, en signant la déclaration d'Alma-Ata en 1991, a reconnu les frontières de l'Azerbaïdjan. Ce n'est pas le droit, mais le consensus international qui empêchait la reconnaissance du Haut-Karabakh. Il n'y avait aucun État, ami ou ennemi, qui soit prêt à reconnaître l'indépendance du Karabakh. L'enjeu des négociations était donc en réalité de réaliser un quid pro quo. D'un côté, l'Azerbaïdjan devait accorder des droits et fournir des garanties à la population du Haut-Karabakh, et de l'autre, en échange, il pouvait obtenir la réintégration du territoire en Azerbaïdjan. Et le rôle des institutions internationales dans tout ça, et tout particulièrement le rôle des institutions européennes, il était de garantir cet accord, de veiller à ce qu'il soit appliqué, éventuellement, même très probablement, par une présence sur le terrain, des soldats de la paix par exemple. Évidemment, ce n'est pas ainsi que l'Azerbaïdjan envisageait le problème. Aliyev père, puis Aliyev fils, prétendaient que l'Arménie avait envahi leur pays, les avait agressés. En 2017, j'ai rédigé un article, donc ça fait déjà 6 ans, en 2017, j'ai rédigé un article pour un journal européen, l'EU Observer, qui expliquait pourquoi le format des négociations mènerait à la guerre. Je cite, donc entre guillemets, il y aura bien une guerre dans le Caucase. Il est tout simplement exclu que le format de négociation actuel puisse amener un accord de paix sans aide extérieure. L'Azerbaïdjan a longtemps refusé de négocier avec les dirigeants du Karabakh. Il pense que c'est un État marionnette de l'Arménie. Il n'accepte de négocier qu'avec l'Arménie. Cependant, la configuration des négociations qui en résultent, des négociations donc directement entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, cette configuration est vouée à l'échec. Si le conflit du Haut-Karabakh est un conflit entre deux États, alors l'Arménie est un envahisseur. L'Azerbaïdjan est donc en droit d'exiger son retrait sans condition de ces terres. L'Arménie, pour sa part, est bien incapable de faire des concessions au nom du Haut-Karabakh. Elle accepte cependant de poursuivre les négociations parce qu'un retrait risquerait de provoquer la guerre, ce qui serait pire encore. Après 2 décennies, les Arméniens du Haut-Karabakh n'ont donc toujours pas de partenaires de négociation avec lesquels ils pourraient chercher à établir la confiance et trouver une voie vers la paix. Et ils ne peuvent pas non plus communiquer avec le reste du monde pour essayer de trouver des solutions, parce que le reste du monde, et l'Europe en particulier, se comportent comme s'ils n'existaient pas. C'est la fin de la citation de cet article de 2017. J'ai donc écrit tout ça il y a 6 ans, et 1 an plus tard, en 2018, le nouveau Premier ministre, Nicole Pachinian, essayait de faire accepter les représentants du Haut-Karabakh comme partenaires de négociation. Il déclarait, je cite, que la solution au conflit dépend en grande partie du choix du bon format pour les négociations de paix. L'une des parties au conflit, disait-il, l'Artsakh, devrait être un négociateur à part entière. Le haut représentant de l'Union européenne, donc ça c'était la fin de la citation, le haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité commune, Federica Mogherini, rejetait cependant l'idée sans discussion. Elle fit mine de penser que Pachinian menaçait de se retirer des discussions, ce qui n'était manifestement pas le cas, et elle exigea, je cite, la participation pleine et entière et sans condition du Premier ministre Pachinian aux négociations. Fin de citation. Pendant des années, toutes les actions de l'Union européenne ont confirmé cette volonté de boycotter l'Artsakh. Par exemple, aucun représentant de l'Union européenne n'a jamais visité l'Artsakh ou accepté de parler à ses représentants. Même les défenseurs des droits de l'homme de l'Artsakh furent boycottés par l'exécutif européen lorsqu'ils se rendirent à Bruxelles. Et la Commission ne fournit jamais aucune aide, de quelque sorte que ce soit, aux populations de ce territoire qui avaient été isolées, non reconnues et soumises à une menace existentielle pendant 3 décennies. L'Europe a donc contribué à délégitimer la population de l'Artsakh. Par cette politique, elle a communiqué sans ambiguïté à l'Azerbaïdjan que sa souveraineté territoriale prévalait sur toute autre considération
y compris la préservation de la paix, la protection des populations et la prévention d'un nouveau génocide. L'Union européenne n'a jamais plaidé pour une solution qui réconcilie les droits des minorités et les droits de l'homme, d'une part, avec la souveraineté de l'Azerbaïdjan. Elle a toujours considéré ce conflit comme un conflit entre deux États. L'Azerbaïdjan a bien entendu le message et la guerre, naturellement, a suivi. Je suppose que beaucoup d'entre vous m'écoutent avec un certain scepticisme. Qu'on exprime une certaine colère vis-à-vis de l'Union européenne pour n'avoir pas agi en temps utile, pourquoi pas? Mais de là à l'accuser d'avoir poussé l'Azerbaïdjan à la guerre et au nettoyage ethnique, n'est-ce pas pousser trop loin le raisonnement? Alors je vous réponds, pas du tout. Évidemment, je ne prétends pas que l'Europe souhaitait la guerre et le nettoyage ethnique. Je prétends en revanche qu'elle savait que c'était un risque réel, qu'il y avait une réelle probabilité que ça arrive, mais qu'elle a privilégié ses intérêts à court terme et sacrifié la paix et la population du Haut-Karabakh. Elle avait tous les éléments nécessaires pour savoir que ces politiques menaient à la catastrophe, mais n'a rien fait pour corriger le tir. L'Europe doit donc être tenue responsable des conséquences de ces politiques. Et cela nous concerne tous. Pourquoi? Ça nous concerne tout d'abord parce que l'Europe a une mission. L'Union européenne, souvenez-vous, a été fondée pour remédier aux graves défaillances des États européens. Ces États-nations qui avaient provoqué 2 guerres mondiales dévastatrices. L'idéologie nationaliste leur accorde tout le pouvoir à ces États-nations et toute la légitimité. Les guerres, le nettoyage ethnique et les génocides en sont trop souvent le résultat. Il était donc permis de croire que l'Union européenne accorderait une attention toute particulière à ce type de danger. Ce ne fut pas le cas. Elle a failli dans un domaine qui relève du cœur de sa mission, de sa légitimité même. Par ailleurs, l'Union européenne ne peut pas plaider l'incapacité d'agir. Elle dispose d'un pouvoir énorme. Elle a toutes les cartes en main. Elle est l'acteur indispensable en Europe. Elle contrôle les flux commerciaux et les flux d'investissement. Elle décide des sanctions et finance les grandes infrastructures. Par son système juridique, par sa puissance économique, normative et institutionnelle, elle détermine le cadre pour l'ensemble de l'espace européen au sens large et même au-delà. Pour donner un seul exemple concret, mais je crois en lui-même convaincant, de cette énorme puissance, il suffit d'évoquer le gazoduc TAP. TAP, c'est le pipeline transadriatique, dans sa version anglaise, the Trans-Adriatic Pipeline. C'est ce pipeline qui amène aujourd'hui le gaz d'Azerbaïdjan de la Turquie vers l'Europe. Avec quel argent pensez-vous que ce projet fut financé? Avec l'argent de l'Europe, évidemment. La Banque européenne d'investissement, qui dépend de la Commission européenne, a accordé au projet il y a quelques années le plus gros prêt qu'elle ait jamais accordé, soit 6,5 milliards d'euros. Et ça n'était qu'une partie du financement. Il y eut d'autres prêts qui venaient également d'institutions européennes. Sans l'Union européenne, l'Azerbaïdjan n'aurait tout simplement jamais pu exporter son gaz vers l'Europe. L'Europe aurait pu mettre toute cette puissance au service de la paix. Mais elle ne l'a pas fait et a choisi de valider l'idée que la souveraineté de l'Azerbaïdjan sur la population du Haut-Karabakh était inconditionnelle et illimitée. Elle a nié toute légitimité à ceux qui se sentaient menacés à juste titre. C'est ainsi que l'Europe a mis en marche le processus qui mena à la guerre de 2020, au nettoyage ethnique de 2023 et aux guerres qui suivront. C'est l'Union européenne qui a ouvert la voie à la guerre. Si l'Union européenne est ainsi capable de trahir dans le Caucase les valeurs humanistes qu'elle professe et qui sont finalement son fondement, comment les Européens peuvent-ils savoir où et quand elle les trahira encore? Comment savoir qu'elle n'est pas déjà en train de les trahir ailleurs? N'est-il pas irresponsable et dangereux de confier au nom de la paix en Europe tous les pouvoirs à des institutions qui en réalité nourrissent les guerres? Voilà. Et sur cette conclusion, je termine l'émission d'aujourd'hui. Je vous remercie de vous avoir écouté. Je vous invite, comme toujours, chers auditeurs, à me faire part de vos réactions et je vous donne rendez-vous à la prochaine émission.